Dama jogani won lenen lu bokku lon imami bayi won fi weddi lima don dama fatte won li man du ñoma toppando ma yobbe won ma bayi sama yon fala jitalon aduna ma Chers élèves, chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Comme on a un petit peu de retard, je ne vais pas faire de long discours. Voilà, donc Monsieur le ministre, nous avons ici réuni les jeunes qui ont participé au forum des jeunes qui a eu lieu le 30, qui a évoqué notamment leur vision de l'école de l'avenir. Je ne sais pas si vous voulez leur dire deux mots avant de leur céder la parole pour vous présenter le fruit de leurs travaux. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin, puisque vous êtes la jeunesse, vous êtes l'avenir, et que ça m'intéresse de vous écouter sur la question de l'éducation. Comme vous le savez, nous étions avec Emmanuel Macron hier en partenariat mondial pour l'éducation, et beaucoup de choses ont été affirmées. Bien entendu, le fait que l'éducation est le sujet central de toutes les sociétés. Deuxièmement, que toutes les sociétés du monde ont des défis comparables, mais qui peuvent être différents à affronter, par exemple le sujet du développement durable, et par exemple le rôle des nouvelles technologies dans notre avenir, et le fait que nous devons réussir à ce que ce monde de plus en plus technologique soit un monde de plus en plus humain, ce qui est le défi de votre génération. Et puis on a affirmé que l'éducation allait être la première priorité dans l'aide publique internationale, et donc il y aurait de plus en plus d'actions pour la création d'écoles, de collèges et de lycées, et d'ailleurs notamment en Afrique. Dans le passé, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'école de demain. Et donc, vous entendre parler de l'école de demain, ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est en ayant votre point de vue aussi que je peux nourrir mon approche pour l'école française. On est en train de faire des réformes profondes pour l'école française, dont le but est de donner à tous les élèves à la sortie de l'école primaire les savoirs fondamentaux. Vous, comme vous êtes des bons élèves, je pense, vous avez déjà tous vos savoirs fondamentaux bien consolidés depuis l'école primaire. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, ni ici, ni en France. Et c'est très important d'y arriver. Et puis surtout, c'est très important ensuite que grâce à ça, vous puissiez déployer votre liberté. Là, vous êtes à un âge où déployer votre liberté, vous êtes des pré-adultes. Et c'est ça que toute éducation doit donner à quelqu'un, c'est la capacité ensuite à faire des choix, à choisir sa vie. Faire des essais, des erreurs, parce que c'est ça la vie, mais de le faire grâce à une bonne éducation, grâce à un savoir qu'on sait sans arrêt consolider. Puisque la grande caractéristique de notre époque aussi, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de formation tout au long de la vie. Et donc on est étudiant toute sa vie, en même temps qu'on travaille toute sa vie. C'est un point là aussi très important. Et je suis venu pour vous écouter, donc je m'arrête de parler, et je vous remercie de votre accueil. Merci Monsieur le Ministre. Alors, je pense que les élèves ont prévu un ordre de parole pour resituer les différents ateliers. Donc, c'est quelqu'un d'ici qui prend la parole? Je vous remercie. Alors, bonjour à tous, bonjour Monsieur le Ministre. Nous vous remercions d'être venus ici. Merci à tous ceux qui sont présents également. Donc, je m'appelle Ali Mohamed Sidi, je suis en terminale S2 sénégalaise, ici à Jana, l'institution Saint-Jean. Donc, vu tout ce qu'on peut faire avec le numérique, nous avons jugé nécessaire de lui accorder une place importante aux nouvelles technologies et au numérique dans l'école de demain. Donc, pour nous,
Parce que nous sommes des digital natives. Nous sommes nés dans l'ère du numérique. Nos capacités en matière d'adaptation technologique sont réelles. Et de plus, parce que les nouvelles technologies, lorsqu'elles sont bien utilisées, peuvent permettre de faire bon nombre de choses comme la documentation facilitée, l'information qui circule très vite, la communication qui est fluide et rapide avec les réseaux sociaux et autres. Donc nous estimons que les nouvelles technologies et le numérique éducatif, je précise, doivent être au cœur du développement du système scolaire et en conséquent doivent être mieux insérés dans l'éducation pour l'égalité des chances, une éducation pour tous, y compris ceux qui présentent un quelconque handicap. Et mais attention, pas de sorte à déshumaniser ou désocialiser le milieu scolaire. Donc je vous remercie, je m'en vais passer la parole aux autres. Bonjour, moi je m'appelle Marie-Doris, je suis du lycée Charmode et je vais présenter l'agriculture avec le cas qui est ici. C'est un honneur pour nous de représenter justement cet atelier qui est sur l'école de demain. Donc, tout d'abord, moi je parlais de la culture. Pour nous, il est important d'abord de maintenir les journées culturelles, les compétitions interlycées, les voyages culturels et encore des compétitions de talent. Parce que pour nous, c'est une manière d'avoir accès à d'autres cultures. Ensuite, on souhaitait ajouter dès le plus jeune âge que certaines valeurs humaines et non pas culturelles sont impliquées aux enfants, comme l'égalité entre hommes et femmes, qui n'est pas souvent respectée. L'ouverture du monde, une ouverture au monde qui serait traduite par la possibilité d'apprendre beaucoup plus de langues, enfin de choisir en tout cas la langue qu'ils préfèrent, ou bien même au niveau culinaire, avoir des plats beaucoup plus différents, une bibliothèque beaucoup plus fournie avec plus d'œuvres d'origine différente, dont des origines africaines, étant donné qu'on est sur le continent. Ensuite, une manière d'apprendre beaucoup plus ludique, qui permettra en fait d'avoir des cours beaucoup plus intéressants pour les élèves, des échanges entre les écoles, un même pied d'égalité pour toutes les écoles, même voir valoriser celles qui sont défavorisées. Et ils ont parlé aussi de pouvoir essayer de manager eux-mêmes leur propre emploi du temps et avoir une revalorisation des filières pour éviter en fait, justement d'avoir cette fameuse filière scientifique qui est au-dessus au niveau de la hiérarchie alors qu'elles sont toutes égales en difficulté et en information. Voilà. Donc moi je vais vous parler de l'art. Donc, ce qui est ressorti, c'est que on aimerait avoir plus d'art, conserver ce qui est déjà là et rajouter des choses, par exemple 1 heure en plus dans la semaine pour pouvoir plus pratiquer et mieux apprendre, avec des rencontres avec des artistes, ce qui est très peu fait. Donc un programme avec plus de pratique et moins de théorie pour bien apprendre, avoir des bases, avec un objectif pour le bac, pour savoir ce qu'on doit faire, comment on doit s'améliorer, etc. Donc on voudrait commencer l'art dès le plus jeune âge, histoire d'acquérir un niveau plus facilement, parce que comme je suppose vous le savez tous, on apprend plus vite quand on est plus jeune, donc pour éviter plus tard de devoir faire des quadrillages pour bien réussir un dessin, etc. Donc plus de formation après le bac, pour avoir plus facilement un avenir dans l'art si c'est là-bas qu'on veut s'investir, qu'on va investir. Et une aide financière aussi pour après le bac pour les artistes qui essayent de réussir. Ouais, c'était tout. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Kenza Alami, je suis en première S au lycée Jean Mermoz. Donc c'est déjà un grand plaisir de prendre la parole devant vous aujourd'hui. Déjà pour réitérer mes remerciements à Monsieur le Ministre qui nous a accordé un peu de son temps si précieux
pour échanger sur un sujet aussi important qui est l'éducation. Donc là, je suis surtout ici pour aussi restituer et résumer ce qui a été dit lors de notre table ronde mardi dernier. Donc, en effet, les années à venir, de par la mondialisation croissante et la disparition progressive des frontières, l'école se doit de préparer sa jeunesse à confronter un tel environnement, avec justement la mobilité internationale. Donc, c'est ainsi que lors de notre table ronde, nous nous sommes penchés sur la nécessité d'intégrer cette mobilité internationale au sein du parcours scolaire des élèves en demande. Donc, s'il y a un point qui a bien fait l'unanimité, c'est celui de l'accès à la maîtrise des langues étrangères. Donc, notamment à travers peut-être la mise en place d'un bureau des langues accessible à tous les élèves, où ce dernier disposerait de la liberté de choisir sa langue en fonction de ses objectifs et de ses perspectives. Donc certes, on peut mentionner le CNED qui serait peut-être similaire à cette proposition, mais il y a encore certaines limites à cette plateforme et il n'est pas forcément accessible à tous. Une autre idée qui a émergé est celle de la création d'échanges entre établissements de l'AEFE, donc pour permettre cette diversité culturelle et l'immersion totale à travers peut-être de l'aménagement d'internats ou encore de la création d'un système de famille d'accueil. Donc l'autonomie, c'est aussi une compétence qui est indispensable à la réussite des élèves de demain, que l'école devrait prendre en charge. Donc pour ce faire, nous proposons entre autres la responsabilisation des élèves à travers différentes activités où l'équipe pédagogique serait plus en retrait pour permettre à l'élève d'assurer la maîtrise des événements sous leur responsabilité, donc sous leur supervision, pardon. Donc par exemple, peut-être organiser des sorties ou des voyages scolaires où l'élève assurait l'organisation, sous bien sûr l'œil attentif des superviseurs, mais ça permettrait peut-être de développer son autonomie et de lui permettre après de faciliter sa mobilité internationale. Donc enfin, en dernier point, on a mentionné la création de partenariats avec peut-être des universités ou des grandes écoles pour permettre d'organiser des immersions aux élèves des premières et de terminales qui pourront ainsi expérimenter et se familiariser avec le système post-bac. Donc ce qui faciliterait aussi leur intégration plus tard. Donc en conclusion, malgré la richesse du débat que je n'ai pas pu traduire entièrement en vue du temps imparti, il est indéniable que l'école a un grand rôle à jouer dans l'enrichissement du parcours de l'élève par la modernisation de ses outils, son ouverture sur le monde et la diversité culturelle. Merci pour votre attention. Alors bonjour à toutes et à tous, bonjour Monsieur le Ministre. Je vais vous présenter ce que nous avons retenu lors du forum sur l'école du futur quand nous avons tenu pendant la semaine. Oui, en fait je m'appelle Dibrigna, je suis élève en terminale S au cours Sainte-Marie de Anne. Tout d'abord nous avons fait plusieurs constats, que l'école n'alliait pas assez théorie et pratique et qu'elle ne nous forme pas au métier de demain. Et également qu'elle ne nous prépare pas à notre première insertion professionnelle. Ainsi, la plupart des jeunes, lors de leur première insertion professionnelle, sont vite désorientés ou déçus car ils n'ont pas été assez briefés ou encadrés à l'école. Ensuite, nous avons noté un manque de proximité entre l'école et l'entreprise. De ce fait, nous avons tenté de trouver des solutions à ce problème. Tout d'abord, des stages de 2 à 4 semaines, en troisième bien sûr, mais également qui s'étaleraient pendant les 3 années de lycée, et des visites des employés dans les lycées qui présenteraient aux élèves leurs différents parcours afin de les éclairer sur les différentes voies pour accéder à ce qu'il faut prendre pour accéder à certains métiers ou à certaines fonctions. Il faudrait également mettre en place, voire augmenter les possibilités d'études en alternance dès le lycée, car cela permettrait une éducation plus ouverte. Parce que l'entreprise, malgré qu'elle soit mal vue, c'est également une grande source d'expérience pour nous, élèves. Et pour ce qui concerne l'entreprise, nous suggérons un financement, voire un encadrement des écoles, ce qui leur permettrait d'anticiper leurs besoins en ressources humaines, mais mieux encore, permettre aux jeunes talents issus de milieux défavorisés, voire qui n'ont pas les moyens d'accéder à certaines formations trop prestigieuses
ou qui sont trop coûteuses, et cela contribuerait à l'égalité des chances. En définitive, l'association Entreprise École du Futur pourrait aider chacun de nous à progresser dans la diversité et non plus vers un système de classement qui sélectionne bien plus qu'il n'oriente. Ainsi, l'école du futur, avec l'aide de l'entreprise, se devra de créer les conditions de réussite de tout un chacun. Merci. Bonjour, je m'appelle Patrick Toudjor et je suis en classe de terminale S2 province sénégalaise. Et pour ma part, je voudrais faire un plaidoyer pour une cause qui me touche plus particulièrement. Donc nous avons eu la chance de participer au Forum des jeunes sur l'école de demain et inclus dans la préparation du programme du GPE, ainsi que d'assister à la conférence d'hier qui s'est déroulée hier. Donc nous avons remarqué que malgré les initiatives nombreuses pour l'amélioration de l'école, il restait des élèves exclus du système. Et par exclus du système, je parle en dehors des handicapés visibles, qu'il y avait beaucoup d'élèves confrontés à des problèmes qui ne leur permettaient pas d'avoir une éducation complète, on va dire. Je parle des élèves dyslexiques, des élèves soumis à des troubles de l'angoisse, des élèves qui ont des problèmes familiaux, des élèves boulimiques, des élèves anorexiques, qui ne peuvent pas forcément suivre le système, qui n'arrivent pas à être intégrés totalement dans l'éducation à l'école, qui ont des difficultés sérieuses à suivre les études ou même en classe. Ces élèves sont souvent soumis à des problèmes de drogue, d'exclusion, d'absence. Et aujourd'hui, nous voulons formuler une demande pour que l'école de demain prenne toutes ces personnes-là en considération parce qu'elles le méritent. Je pense que nous allons terminer avec les différentes interventions. Je vous remercie beaucoup. Monsieur le ministre, est-ce que les différentes présentations qui vous ont été faites attirent certains commentaires, que ce soit sur la question de la mobilité internationale, de la place de l'entreprise, de la place de l'art et de la culture au sein du système scolaire? Voilà, ce sont toutes des questions qui ont certainement vous interpellé. Oui, d'abord, merci beaucoup. C'était extrêmement stimulant de vous écouter. Je crois qu'il y a plusieurs ministres de l'éducation possibles ici autour de cette table. Prenez-le sérieusement d'ailleurs, parce que hier, on avait le président de la Banque mondiale. Vous étiez là, je crois. Hein, vous avez dit que vous étiez tous là hier, en fait, c'est ça? Non? Qui était là hier? D'accord. Donc je vais parler sous votre contrôle. Le président de la Banque mondiale, qui est coréen, expliquait qu'il est né en 1959. Et donc quand il est né, la Corée était un pays, la Corée du Sud en l'occurrence, était un pays qui avait de très grands problèmes, qui était un pays très pauvre en fait. Et donc lui-même était dans une école sans doute assez défavorisée, tel qu'il l'a dit. Et il a dit que si dans les années 60, le président de la Banque mondiale était venu dans sa classe et avait dit est-ce que quelqu'un veut être président de la Banque mondiale, probablement il n'aurait pas cru possible que lui serait le futur président de la Banque mondiale. Aujourd'hui, la Corée est un pays très riche et ce monsieur est le président de la Banque mondiale. Donc, s'il y en a qui ont envie d'être ministre de l'Éducation ici, vous pouvez imaginer que c'est possible. Ou toute autre responsabilité, en tout cas, ne manquez pas d'ambition dans ce que vous voulez faire. Et c'est très intéressant ce que vous avez dit. Je vais reprendre un petit peu les différents points, mais ce sont des points assez universels en fait. Les sujets que vous avez posés pour le Sénégal sont des sujets qu'on trouve à peu près de la même façon pour la France. Parfois en des termes un tout petit peu différents, mais c'est pour l'essentiel la même chose. Vous avez commencé par parler de la technologie et j'avais commencé à le faire tout à l'heure. C'est évident que c'est important. Le premier mot que j'utilise toujours sur ce sujet, c'est le mot de discernement.
parce que comme vous l'avez très bien dit, la technologie n'a rien de magique. C'est pas parce qu'on utilise la technologie que tout ira bien. Donc ça peut même parfois empirer les choses. Mais bien utilisé, ça peut évidemment être quelque chose qui change la donne, a fortiori dans les pays où il n'y a pas encore de scolarisation de tous et où cela peut apporter beaucoup. Ça peut apporter aussi beaucoup pour la formation des maîtres, et c'est un point très important. Je crois qu'il faut souligner sur la technologie, c'est la diversité des révolutions que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la révolution numérique, mais c'est les différentes révolutions numériques que, pour la plupart, vous connaissez, mais parfois, certes, vous êtes digital natives, pour parler en bon français, mais en fait, il y a certains usages qui sont assez superficiels de la part de tout le monde, de vous comme de moi. Et donc, ce qui est très important, déjà, c'est qu'il y a une formation numérique importante, de façon à ce que nos usages du numérique soient en réalité plus approfondis et avec plus de discernement. C'est pourquoi l'apprentissage du code, par exemple, dès l'école primaire, peut être quelque chose de très important. Et puis la conscience des différents potentiels des différentes révolutions numériques, c'est important. Il y a une révolution que vous connaissez le mieux, c'est celle des réseaux sociaux, mais il y a celle de l'interactivité en classe, il y a celle de Big Data qui est très important, qui peut permettre de personnaliser les parcours. Ça renvoie au sujet d'orientation aussi et de personnalisation des parcours. Il y a la révolution blockchain qui va changer beaucoup de choses, y compris pour certifier vos parcours, par exemple. Et puis, il y a la révolution de la robotique, celle de l'intelligence artificielle, qui vont être décisives, qui vont changer la plupart des métiers. Tout à l'heure, je vais vous demander un petit peu les métiers que vous avez envie de faire, mais il est certain que la plupart des métiers que vous ferez, en réalité, n'existent pas au moment où nous en parlons. Et donc, il faut raisonner par domaine, il faut raisonner aussi par capacité d'adaptation. Et en tout cas, personne ne peut s'exonérer aujourd'hui d'une culture numérique et donc de connaissances acquises à l'école en la matière, et de capacité à se former sur le numérique et via le numérique dans les temps à venir. Mais plus notre civilisation va être numérique, plus nous avons besoin de maîtriser la culture classique, la culture et les arts. C'est un point fondamental. Je suis persuadé que dans une institution comme celle-ci, là où vous êtes, dans vos différents établissements, on est très attaché à ça, et on a raison. Tout à l'heure, je disais, il faut savoir lire, écrire, compter, respecter autrui, mais il y a aussi la culture au sens large, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Et la culture au sens large, ça inclut les arts, vous en avez parlé, la littérature, mais je pense que dans le monde de demain, où la machine va faire beaucoup de choses que l'homme fait aujourd'hui, ce qui fera la différence, c'est votre culture générale. Si vous avez lu, si vous avez vu, si vous avez peint, si vous avez entendu, si vous jouez de la musique, bref, tous ces éléments-là, c'est pas des éléments marginaux, c'est pas des suppléments d'âme pour se faire plaisir, c'est au cœur de ce qui fait votre humanité, et donc au cœur de ce qui fait votre bonheur personnel, mais aussi votre réussite professionnelle future. Et ça, c'est très important, parce que je pense que quand j'avais votre âge, on n'avait pas forcément conscience de ça, et qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment vous voyez les enjeux de la culture, mais vous êtes deux à en avoir très bien parlé, et c'est très important que vous en soyez conscient et que vous le fassiez vivre. Et notamment la pratique artistique, c'est important. La culture générale, l'histoire de l'art, par exemple. Comment peut-on raisonner sur notre monde si on n'a pas une idée un petit peu de la chronologie des époques artistiques, de la diversité des histoires de l'art en Afrique et en Europe et dans le monde. Ce sont des choses extrêmement importantes et qui, encore une fois, dans la civilisation dans laquelle nous entrons, vont donner le surcroît d'humanité dont on a besoin. Mais comme vous l'avez très bien dit, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais c'était très, très stimulant aussi. C'est intéressant aussi ce que vous avez dit sur les prises de responsabilité des lycéens. En France, actuellement, on raisonne de plus en plus comme s'il y avait deux parties de la vie scolaire et étudiante. Il y a une première partie qui va jusqu'à la fin du collège, donc du début de l'école primaire jusqu'à la fin du collège, et qui est celle où on doit donner un socle de connaissances et de compétences communes et de culture à tous les élèves. Et puis après, à partir de la seconde, l'idée c'est que, et en ne raisonnant pas que jusqu'au baccalauréat, mais en raisonnant au-delà du baccalauréat, c'est d'ailleurs pour ça qu'on va faire une réforme du baccalauréat,
on se dit, il y a une partie, disons, bac-3, bac+3, qui correspond à votre âge, qui est celle du déploiement de la liberté. Et donc, qui dit déploiement de la liberté, dit déploiement du sens de la responsabilité. C'est ce que vous avez très bien dit. Moi, quand j'avais votre âge, j'organisais des petits voyages, par exemple. Vous voyez, je partais à vélo avec des amis. Alors, la différence, c'est qu'il n'y avait personne pour superviser. Et donc, parfois, c'était un peu dangereux. Mais c'était même souvent dangereux. Mais c'est une magnifique idée que vous avez proposée tout à l'heure. Parce que, alors, elle n'est pas si facile que ça à mettre en œuvre. Mais en tout cas, que les élèves se responsabilisent dans les sorties scolaires. Et eux-mêmes les idées et les encadrent. Alors, je dis ça sous le contrôle de vos professeurs. Et j'espère que c'est... Mais en tout cas, moi, c'est une idée que je trouve très stimulante. Parce que, par exemple, en France, j'aimerais réussir à ce que tous les élèves, y compris à partir du collège, vivent une sortie scolaire par an. Et une bonne façon d'y arriver, c'est aussi la responsabilisation et la co-organisation, de façon à ce que vous ne soyez pas non plus passif dans ces moments-là, mais qu'au contraire, vous en profitiez pleinement. Donc ça, c'est une idée magnifique. Et puis, ce que vous avez dit sur la pratique et sur l'orientation, sur le lien avec les entreprises, c'est très important, et c'est très important que les lycéens le disent, parce que quand on a des débats du monde adulte, purement adulte, parfois il y a des considérations sur ces sujets qui sont peut-être pas en cohérence avec ce que vous avez dit de manière très pragmatique. Autrement dit, par définition, vous allez, dans les années prochaines, vivre dans le monde économique. Certains d'entre vous vont créer des entreprises, vous allez travailler dans des entreprises, vous allez travailler pour l'État, certains vont être professeurs, certains vont être fonctionnaires, certains vont être entrepreneurs, certains vont être cadres, certains vont travailler individuellement. Il va y avoir toutes sortes de cas de figure. Il faut que vous connaissiez cela, il faut que vous ayez des expériences. Et ça n'aurait pas de sens de limiter cette soif de connaître que vous avez sur ces sujets. Donc les partenariats entre les établissements scolaires et le monde extérieur, c'est très important que ce soit le monde extérieur, les universités, les institutions d'enseignement supérieur, parce que parfois pour vous aussi c'est pas très précis ce qui se passe dans l'enseignement supérieur, donc c'est important de comprendre ce que l'on attend de vous. Et c'est important qu'en préparant le baccalauréat, vous prépariez en fait votre future réussite. Quand vous préparez le baccalauréat, c'est pas seulement le baccalauréat pour avoir un diplôme que vous préparez, c'est aussi tout ce qui va suivre. Et par exemple votre méthodologie, votre capacité à écrire, votre capacité à vous exprimer à l'oral. Et là j'ai vu que là, vous étiez plutôt bien en avance. Mais en tout cas vous avez des choses à préparer dans le cadre du lycée qui en fait sont utiles pour la suite. Et les entreprises vous permettent, quand elles parlent aux lycéens, vous permettent de comprendre, de saisir ce qui est attendu de vous. Et ce qui est attendu de vous, c'est des savoir-faire, mais c'est aussi un savoir-être. Et là, je le vois ce matin, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà beaucoup de ce savoir-être, si vous êtes capable d'écouter les autres, vous êtes capable de synthétiser ce qui a été dit, vous êtes capable d'être là, tout simplement, et d'être comme vous êtes, c'est déjà quelque chose d'énorme. Ça rejoint un peu ce que je disais sur la culture tout à l'heure. Là aussi, quand on a votre âge, on n'a pas forcément conscience que c'est un atout. On pense que ce qu'il faut, c'est avoir acquis des compétences et qu'il faut en avoir acquis le maximum. Et bien sûr, c'est vrai. Il faut savoir des choses, il faut apprendre. C'est très important. Mais ce qui est le socle de ça, et qui est encore plus important, et les deux vont ensemble, c'est votre personnalité. C'est ce qui fait la différence entre chacun et chacune d'entre vous. Et donc tout ce qui fait votre différence, c'est très important. Et ça va se cultiver par la culture générale, comme je le disais tout à l'heure, ce que vous apprenez. Par exemple, quand vous lisez, vous allez choisir des livres, chacune va choisir des choses différentes, des goûts différents. Quand vous allez pratiquer des arts, vous allez le faire d'une manière différente. Et ça, c'est très très bon. Ça va nourrir ce savoir-être, mais qui est aussi une capacité à vivre ensemble. Hier, je parlais avec un entrepreneur justement ici, et qui, comme en France, m'a parlé des difficultés de savoir-être qu'il constatait chez les personnes qu'il employait. C'est-à-dire qu'au fond, le problème n'était pas tant qu'ils ne savaient pas faire quelque chose, parce qu'à la limite, savoir faire quelque chose, on peut toujours l'apprendre. Mais si on a un problème de savoir-être, ça peut s'apprendre aussi, mais en tout cas, il vaut mieux en être conscient jeune. Donc, par exemple, si on ne sait pas écouter les autres, si on ne respecte pas les autres, si on a du mal à travailler en équipe, si on est sans arrêt préoccupé par son ego, pas par ce qui est environnement, si on se présente mal,
si on donne un sentiment de ne pas respecter les autres dans sa façon de parler, de s'exprimer, etc., eh bien, ce sont des choses qui, en fait, ensuite, vont être des handicaps dans la vie courante. On n'en est pas forcément conscient. Je pense que, d'après ce que je vois, c'est pas votre problème, mais si on raisonne sur l'école de demain, c'est un point très important de vouloir ça pour tout le monde. Parce que c'est aussi ce point-là qui est un facteur d'inégalité sociale. Parce que le savoir-être, souvent, on l'a appris en famille aussi. Et si l'école n'a pas compensé, et quand on n'est pas dans une famille où on l'a appris, si l'école n'a pas compensé ça, eh bien ça accentue les inégalités sociales. C'est un point très important pour l'école de demain. Et ça rejoint très bien le dernier point que vous avez abordé. J'y suis très sensible sur ce qu'on appelle l'école inclusive, le fait d'être capable d'accueillir toutes les diversités. Donc j'ai appris que c'était le cas ici, justement. Et c'est bien. Et c'est un point très important. Et là aussi, quand on raisonne sur le futur de l'école, on se dit on doit être capable, par exemple, d'accueillir le handicap, les élèves qui sont en situation de handicap. Et en effet, il le faut. C'est un impératif. À bien des égards, impératif moral évidemment. Mais en réalité, c'est aussi quelque chose qui est bon pour l'école. Si l'école sait accueillir des élèves qui ont un handicap, quel que soit le handicap, en réalité, ça montre qu'elle est capable de s'adapter à la différence. Et donc, c'est bon pour le savoir-être de l'école, pour le savoir-être des élèves. Quand j'étais petit, par exemple, j'avais un élève trisomique dans ma classe. Et à l'époque, ça paraissait la chose la plus... C'était totalement naturel, c'était même pas un sujet. Je me suis rendu compte après que c'était quelque chose qui n'arrivait pas nécessairement partout. Et c'était non seulement bon pour lui, mais c'était bon pour nous tous. Et ce qu'on dit là, c'est vrai pour tous les types de handicap. Et il y a sur cette question un sujet qui est très important, que vous avez très bien abordé, parce que vous avez mis dans le même sujet les handicaps qu'on se crée dans la vie. Pas seulement les handicaps naturels, mais les handicaps qu'on se crée à soi-même. Et en fait, on se crée tous des handicaps. J'ai des handicaps, vous avez des handicaps. On appelle ça comme on veut, mais personne n'est parfait. Et parfois, on va loin dans la création de handicaps, on se crée des addictions. Ça, c'est très mauvais. Et la jeunesse du monde, en ce moment, très abîmée par les addictions de tous ordres. C'est des addictions qui nous paraissent pas trop graves, comme l'addiction au smartphone, mais qui peut avoir des effets redoutables. Mais il y a des addictions à certaines images, il y a des addictions à l'alcool, des addictions à la drogue, vous l'avez dit. Et ça, c'est évidemment quelque chose de très grave pour la jeunesse. En fait, c'est ce qui détruit la jeunesse, ce qui détruit la jeunesse de quelqu'un. Et donc, tout ce qui permet de prévenir est très important. Et si on réussit cette école de demain inclusive de l'épanouissement, alors c'est la meilleure des parades contre les addictions. Et puis, c'est vrai, il y a aussi des élèves qui ont des difficultés à se concentrer, il y a des élèves qui se sentent pas à l'aise avec l'institution scolaire. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont vous en avez parlé, parce qu'on en parle rarement comme vous l'avez fait. Et on sent que c'est parce que vous connaissez, enfin, parce que vous vivez, vous voyez de quoi vous parlez. Et je pense que quand on parle d'école inclusive, donc on parle du handicap, qu'on parle des addictions, qu'on parle de différences culturelles, ça nous renvoie quand même au même sujet, qui est comment est-ce qu'on réussit à faire un lieu qui, à la fois crée des valeurs communes, auxquelles chacun doit quand même un peu s'adapter, mais aussi est capable de comprendre la différence et d'emmener tout le monde vers le progrès. Et l'école de demain, ça peut être ça, parce qu'on a conscience de ça, et parce qu'on a peut-être les moyens technologiques peuvent être au service de ça. Et puis surtout, si on arrive à responsabiliser les élèves, comme c'est le cas ici, on peut être sans arrêt en train de s'améliorer dans une voie de progrès. Donc aujourd'hui, il y a toujours des gens pour vous dire le progrès, ça n'existe plus, le monde régresse, le monde est menacé, nous avons de grands périls devant nous, etc. Il y a beaucoup de discours pessimistes qui sont tenus sur le monde, et moi je n'aime pas ça. Je trouve que c'est non pas parce qu'il faut être optimiste sans regarder les problèmes, parce que des problèmes il y en a énormément, mais je pense que ce qu'on vous doit à vous, c'est justement de montrer les pistes de tout ce qui peut aller mieux dans le futur. Et ces pistes sont énormes. Jamais une génération n'a eu autant d'opportunités que la vôtre. Et la génération qui a plus d'opportunités que la vôtre, ce sera la suivante. Mais avant vous, personne n'a eu autant d'opportunités de voyage, de communication,
de possibilités de changement dans la vie, de maîtriser sa vie. Vous avez des possibilités de maîtriser votre vie si vous développez votre conscience, qui sont uniques dans l'histoire de l'humanité. Il y a des défis de la haine sous toutes ses formes, mais en même temps, il y a des chances hors du commun. Et donc, si on réussit à faire une école qui fonctionne bien, on ira dans la bonne direction. Et donc, il faut que vous soyez les acteurs de ce monde qui progresse. Donc, merci pour cette inspiration de ce matin. Je garde tous les éléments sur moi. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, comme le temps nous est malheureusement compté, nous avions prévu un temps d'échange avec les élèves. Je demanderais bien, peut-être au regard de ce que Monsieur le Ministre vient de vous répondre suite à vos interventions, voilà, s'il y a peut-être une question qui pourrait être posée à Monsieur le Ministre, assez courte, de manière à ce que Monsieur le Ministre puisse prendre son avion tout à l'heure. Mademoiselle. Bonjour. Oui, je m'appelle Khadija, je suis en classe de terminale S au programme français et je suis élève à l'institution Saint-Jean-d'Arc. Donc, par rapport à la réforme du bac de 2021 que vous avez proposé, le bac se passe par couple de matières majeures et mineures, d'après ce que j'ai compris, et il existe plusieurs couples mathématiques SVT, sciences physiques, mathématiques, sciences de l'ingénierie, ainsi que les langues. Mais il n'existe pas en fait de couple SVT et sciences physiques. De ce fait, l'association des professeurs de SVT en France a organisé une pétition et je voudrais savoir ce que vous en pensez et que comptez-vous faire pour cela. Merci. J'adore votre question. Cette question est formidable. J'espère que si ça se trouve, ça va passer au journal de 20h en France, parce que normalement, je ne m'exprime pas là-dessus, parce que en fait, mais je vais répondre. Hein. et c'est une exclusivité pour vous. Parce que, alors, c'est vrai qu'on va réformer le baccalauréat. Il y a une consultation. Et puis, et ça, c'est intéressant aussi par rapport à tout ce qu'on a dit sur la méthode pour changer les choses. J'ai confié donc à une personne qui s'appelle Pierre Mathieu une consultation, et cette consultation, ça signifie que pendant plusieurs mois, il a reçu, écouté des dizaines d'interlocuteurs. On a aussi consulté les lycéens, il y a eu 40 000 lycéens qui ont participé, et il m'a remis, il y a maintenant 2 semaines, un rapport qui, en effet, travaille sur les différentes hypothèses du futur baccalauréat. Et puis maintenant, c'est ouvert une période qu'on appelle de concertation, c'est-à-dire un moment où cette fois-ci, c'est moi qui reçois différents partenaires de l'éducation nationale, différents représentants, et qui écoutent les critiques, les propositions, comme par exemple ce que vous venez de dire, et qui, le 14 février prochain, je dirai en Conseil des ministres quelle est la réforme du baccalauréat. Donc, quand on est dans une période comme ça, entre consultation et concertation, et entre la décision, il y a beaucoup de gens qui écrivent de tous les côtés, qui protestent, qui font des pétitions, etc. Et c'est normal d'ailleurs, ça n'a rien de choquant, tout simplement parce qu'ils veulent défendre une vision qui est tout à fait, chacun a une vision légitime de ça. Mais par exemple, je n'ai jamais, moi pour l'instant, tout ce qui est dans le rapport ne m'engage pas. Donc, par exemple, le fait qu'il y ait ou pas le couple SVT physique, c'est pas un sujet sur lequel je me suis prononcé à ce stade. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je n'ai aucune envie de diminuer les SVT. Je dis ça, je sais, je sors d'un cours de SVT où certains qui se passaient ici. Je ne veux pas me faire lyncher, mais surtout, il est évident que les SVT, c'est très important. Chaque discipline que vous étudiez et que l'on étudie en France est importante. Et l'esprit de la réforme du baccalauréat, je vais vous expliquer pourquoi on fait la réforme. Tout à l'heure, lorsque je vous ai, à un moment donné, je vous ai dit, lorsque vous préparez le baccalauréat, il faut que vous prépariez ce qui vous sert après le baccalauréat. Que le but ne soit pas de bachoter, comme on dit, mais de travailler avec un sens à ce travail qui vous est utile pour la suite. Donc, par exemple, un point auquel j'accorde beaucoup d'importance, c'est que les élèves soient toujours meilleurs
que ça n'est le cas aujourd'hui en matière d'expression écrite et en matière d'expression orale en français. Donc ça, c'est une clé d'évolution dans le futur, et une des façons d'y arriver, c'est de dire qu'il y aura un oral au baccalauréat. Et cet oral, on est en train de définir ce qui se passera pendant cet oral, quelles sont les exigences de cet oral, mais le but, c'est d'envoyer un indicateur à tous les lycéens pour que dès la classe de seconde, et même avant, eh bien, on s'entraîne à bien parler à l'oral, à être à l'aise à l'oral, à s'exprimer clairement, ce qui est fondamental dans la vie, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quel que soit le métier que vous allez faire, c'est extrêmement important de vous sentir à l'aise, de parler clairement, d'avoir des phrases structurées, d'avoir un vocabulaire riche. Et ça aussi, si on ne fait pas des choses très volontaristes dans la matière, on accentue les inégalités sociales, parce que ce sont des capacités qu'on a souvent par son milieu. Et donc il faut que l'école donne ça à tout le monde. Et le bac donc, va donner cet indicateur, va dire ça. Donc le baccalauréat doit servir d'abord et avant tout à se préparer à des réussites qui suivront le baccalauréat, et notamment la réussite dans l'enseignement supérieur. Donc c'est aussi des sujets de méthodologie, etc. Et puis pour cela aussi, il doit préparer à être meilleur, à avoir des plus fortes compétences dans les disciplines que l'on a choisies. C'est pourquoi on a décidé que chacun pourrait choisir 2 disciplines dans lesquelles... Alors on n'a pas encore décidé, justement, ça c'est dans 10 jours qu'on va en parler. Et pour tout vous dire, je vais même en parler avec le président tout à l'heure. On pourra choisir 2 disciplines, et donc des disciplines qu'on préparera davantage. Donc par exemple, si on choisit SVT, ça veut dire qu'on fera plus de SVT qu'on en fait aujourd'hui. Quelqu'un qui choisit maths et SVT fera plus de maths, plus de SVT que quelqu'un qui est par exemple en S aujourd'hui en ayant choisi en plus l'option SVT. Donc la philosophie, c'est celle-ci. Et donc dans ce cadre-là, aucune discipline, pas plus les SVT que les autres, ne sera défavorisée par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Et les autres disciplines seront contrôlées en contrôle continu, ce qui fait qu'il n'y a pas simplement le jour du bac qui compte, il y a tout le travail qu'on fait, notamment en première et en terminale, pour se préparer au baccalauréat, ce qui permet là aussi d'éviter les cas où il y a des gens qui ont des mauvaises notes parce que le jour du bac, ils ont eu un problème. Voilà, c'est ça l'esprit. Donc il faut rassurer les défenseurs des SVT. Et je ne sais pas encore si on va... c'est pas encore décidé. Donc cette discussion a de l'importance. Mais peut-être je ne sais pas encore s'il y aura ce système des doubles majeurs. Et s'il y en a, s'il y aura maths SVT, maths physique ou physique SVT aussi. Je pense que quand on fait des études scientifiques, il faut de toute façon qu'il y ait de majeur en maths, me semble-t-il. Mais tout ça se discute. Je vous remercie. Alors malheureusement, on n'aura eu le temps de ne poser qu'une seule question parce que nous avons beaucoup de retard. À moins que, je tiens vraiment à ce que Monsieur le Ministre puisse prendre son avion tout à l'heure. Voilà. Un très grand merci pour votre participation, les restitutions qui ont été très claires. Je ne sais pas, Madame le proviseur, comment les choses s'engagent maintenant. Alors les élèves et les accompagnateurs, si vous voulez bien aller patienter dans la cour, c'est toujours prévu un petit temps d'échange avec les directions des 3 établissements. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, c'est très intéressant. Jiitaloon àdduna ma xabtaloon ku may digal lu baax ma def la sama noon weddi li ma doon fa ma jóge woon gas def ci kàmb la ma bàyyi be woon léegi maa ngi nii xaw ma fu ma nekk nii dafa mel ni dama reer xaw ma lii lan la nii ku may gindiwaat ma mën a ñibbiwaat àdduna ma nax naf si yow ma buum ci baat démb doom tey dinaa déglu tey duma naagu fàtte yàlla buur bi ma may dinaa moytu àndandoo yu bon yi may jay dinaa gën a fonk sama ay